Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des élèves de 3e. Cette semaine, on aborde un nouveau chapitre dans ce thème d'histoire sur les enjeux et les conflits après la fin de la guerre froide, c'est-à-dire après 1989-1991. Et pour aborder cette question-là, moi je vous propose une vidéo centrée sur une région du monde qui a fait couler beaucoup d'encre, le Moyen-Orient. Alors en premier, on va se demander qu'est-ce que c'est que le Moyen-Orient. C'est pas forcément facile à délimiter. Les géographes, les historiens ne sont pas tous d'accord pour savoir délimiter les frontières de cet espace. Alors dès le départ, on peut dire que c'est un espace qui est au carrefour entre trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. On y trouve des pays dont on parle souvent, qu'on connaît bien, comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, Israël. On y trouve aussi des pays plus petits ou en tout cas moins reconnus que sont le royaume de Jordanie, l'Azerbaïdjan, etc. C'est un espace qui est au cœur de tous les enjeux et conflits depuis la fin de la guerre froide. Alors ça, on peut le voir de plusieurs manières. Dans la leçon, on décrivait ici les différents enjeux qui causent des conflits dans le monde après la fin de la guerre froide. On avait notamment la prolifération des guerres civiles, la prolifération du nucléaire, le développement du terrorisme islamiste et la question des ressources pétrolières. Eh bien, tous ces enjeux-là, on les retrouve au Moyen-Orient. Je vais commencer par la question des guerres civiles avec l'exemple le plus flagrant et celui dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, qui est celui de la guerre civile syrienne qui a débuté en 2011. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? À la base de tout ça, vous avez un soulèvement de la population contre le régime en place, régime dictatorial dirigé par Bachar al-Assad. Alors Bachar al-Assad, il fait partie d'une minorité dans le pays, la minorité des Alaouites, et il dirigeait ce régime comme l'avait fait son père avant lui. Alors je dis dirigeait puisqu'aujourd'hui il contrôle une partie de la Syrie, même s'il est en train de regagner des forces. Depuis 2011, il a beaucoup de mal à maintenir sa domination sur l'ensemble du territoire syrien. Alors, sur ce soulèvement se sont greffées différentes organisations terroristes et des organisations combattantes qui ont été soutenues parfois par des puissances étrangères. L'armée syrienne a fait appel à l'armée russe pour venir l'aider dans ce conflit et on n'en sort pas. Clairement, aujourd'hui, le pays est encore à feu et à sang, même si l'organisation État islamique a été chassée en grande partie du territoire. D'autres groupes combattants agissent toujours dans le pays et l'armée syrienne s'est livrée depuis 2011 aussi à des exactions et des crimes de guerre absolument invraisemblables. Alors ça, c'est pour le premier enjeu, les guerres civiles. Autre enjeu, on a dit la prolifération du nucléaire. Et là encore, on a des exemples récents dont on parle beaucoup. La République islamique d'Iran, par exemple, c'est depuis longtemps engagé dans un programme nucléaire civil, c'est-à-dire pour produire de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire. Mais il y a de forts soupçons que la République islamique d'Iran cherche à développer un programme nucléaire militaire, et c'est un problème et un enjeu important dans le sens où les gardiens de la révolution islamique, qui sont le bras armé de cette République islamique d'Iran, menacent très régulièrement l'État d'Israël, qui est un État allié des États-Unis d'Amérique, de la France et des pays occidentaux en général, d'annihilation totale. Alors, autre exemple sur le nucléaire, ça c'est un exemple un peu plus versatile, dans le sens où les États-Unis d'Amérique sont entrés en guerre en 2003 en Irak, en pointant du doigt le régime irakien dirigé par Saddam Hussein, alors, comme disposant d'armes de destruction massive, alors des armes chimiques ou des armes nucléaires. Ça a été le point de départ et l'excuse, la raison avancée par les Américains pour intervenir militairement en Irak. Alors, il s'est avéré par la suite que tout cela était entièrement faux. Les Irakiens ne possédaient pas d'armes de destruction massive telles que les décrivaient les Américains. Alors là, on arrive dans une troisième forme d'enjeu. On sort de la prolifération nucléaire pour évoquer la question des ressources, parce qu'une grande partie de la justification en fait, de cette guerre d'Irak en 2003, c'est la question des ressources pétrolières présentes en Irak. Si le Moyen-Orient est aujourd'hui un espace de tension tel, c'est en grande partie à cause des ressources pétrolières. Je vais prendre l'exemple ici du détroit d'Ormuz qui se situe
à la pointe de la péninsule arabique, entre donc l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, et par lequel ce détroit par lequel passe un tiers du pétrole mondial. Ici, on voit tout de suite quel est l'enjeu. L'enjeu sur les ressources pétrolières, il est colossal. Tous les pays du monde ont recours au pétrole, que ce soit pour produire de l'énergie, pour la fabrication du plastique, etc., etc. Donc contrôler ce détroit, c'est un enjeu très important pour les puissances locales. Et là encore, la République islamique d'Iran intervient régulièrement sous des formes militaires ou paramilitaires dans le détroit d'Ormuz pour tenter de mettre la main sur le contrôle de cet espace, qui pour l'instant est surveillé en grande partie par des troupes militaires étrangères, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis d'Amérique, mais aussi des puissances régionales comme l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis. Alors, dernier enjeu de conflit qu'on retrouve dans le monde d'aujourd'hui et qu'on retrouve particulièrement au Moyen-Orient, c'est celui du terrorisme islamiste. Et là, je vais parler un petit peu de ce qu'est l'organisation État islamique. Alors cette organisation, elle a émergé à la fin des années 2000, début des années 2010, et elle a rapidement pris le contrôle de très larges territoires qui se situaient au carrefour de l'Irak et de la Syrie, pour instituer une forme de nouveau califat en faisant référence aux empires arabo-musulmans du Moyen-Âge, avec un calife à sa tête, une forme de nouvel empereur du monde musulman, qui s'appelait Abu Bakr al-Baghdadi. Alors celui-ci il a été exécuté cette année par des forces américaines, mais entre-temps, l'organisation État islamique, elle s'est adonnée à une série d'attentats à travers le monde occidental et partout dans le monde. Là, nous, on a été particulièrement frappés dans les années 2010, dans la décennie 2010. La France a été frappée plusieurs fois, notamment avec les attentats contre le journal Charlie Hebdo, mais aussi les attentats de Paris en 2015, où des terroristes qui se réclamaient de cette organisation avaient frappé la ville de Paris de manière répétée et synchronisée, avec des attentats suicides la plupart du temps. On a eu aussi un attentat à Nice avec un camion tueur qui a fait des dizaines et des dizaines de victimes. Ces attentats terroristes ont poussé les puissances occidentales à intervenir militairement en Irak et en Syrie, sous la forme d'une coalition internationale, c'est-à-dire un groupe de pays alliés dans un même but militaire. Là, le but, c'était de mettre fin à la domination territoriale de cet État islamique en Irak et en Syrie, ce qui a apporté ses fruits de manière large aujourd'hui. Alors ici, on le voit, le Moyen-Orient, c'est un espace de conflit très important. On a des guerres civiles, comme la guerre civile syrienne, des menaces de prolifération nucléaire. On a parlé de la République islamique d'Iran, mais on peut aussi parler de l'État d'Israël qui possède l'arme nucléaire sans avoir signé aucun des traités sur la non-prolifération des armes nucléaires. On a le terrorisme islamiste qui est présent partout dans cette région, et la question des ressources, notamment des ressources pétrolières, qui jouent un rôle très important. Tout ça, ça fait de cette région une région particulièrement complexe. En plus de ça, c'est une forme d'observatoire pour tout ce qu'on appelle ce nouvel ordre mondial après la guerre froide. Alors ici, je vais prendre deux exemples, celui du rôle de la superpuissance américaine au Moyen-Orient et celui du rôle des puissances émergentes qui font qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui n'est plus bipolaire, partagé entre deux blocs, le bloc américain et le bloc soviétique, mais qu'on est dans un monde multipolaire où de multiples puissances agissent et étendent leur influence dans le monde. Alors sur la question de la superpuissance américaine, c'est au Moyen-Orient qu'elle s'est particulièrement fait le plus remarquer. Dès 1991, dès la fin de la guerre froide, les États-Unis prennent la tête d'une grande coalition militaire internationale avec l'accord de l'ONU pour aller repousser l'invasion du Koweït par les forces armées de l'Irak. Alors cette guerre, elle est un succès, un demi-succès. Les forces irakiennes sont repoussées du Koweït, mais pour autant le régime de Saddam Hussein reste en place. Le régime dictatorial en Irak reste en place. Cette guerre, elle a fait de nombreuses victimes.
au Moyen-Orient, mais c'était déjà un symbole de puissance américaine. Les Américains interviennent, prennent la tête d'une coalition et se présentent ainsi comme les sauveurs du monde libre dans le monde. Autre exemple de la puissance des États-Unis qu'on peut voir au Moyen-Orient, eh bien c'est leur présence militaire partout dans cette région. On a aujourd'hui des flottes de guerre américaines qui patrouillent dans le détroit d'Ormuz, mais aussi dans l'océan Indien, proche des côtes du Yémen, proche des côtes du sultanat d'Oman, dans le but de maintenir un contrôle et une dissuasion militaire à l'encontre de la République islamique d'Iran et aussi pour contrôler le passage des ressources pétrolières par le détroit d'Ormuz dont on parlait tout à l'heure. On a ainsi des bases militaires américaines en Arabie Saoudite, au Qatar, au Bahreïn, etc. etc. D'autres conflits ont eu lieu aussi sous la direction des Américains. Ici, on va parler un petit peu, et ça va nous permettre de faire la transition avec notre dernière partie de vidéo, du conflit en Irak qui dure depuis 2003. Alors, pour comprendre ce conflit, il faut remonter à 2001. Au 11 septembre 2001, le 11 septembre 2001 ont lieu les fameux attentats de New York où l'organisation terroriste Al-Qaïda entreprend une attaque de grande ampleur aux États-Unis en faisant s'écraser des avions de ligne contre plusieurs cibles symboliques aux États-Unis d'Amérique, notamment les tours du World Trade Center à New York City et le siège du Pentagone. Alors là, on a 3 avions qui se sont écrasés, un 4e s'écrase en race campagne en Pennsylvanie et il visait vraisemblablement la Maison Blanche. Alors cet attentat, il va déclencher une contre-attaque des États-Unis en Afghanistan face au régime des talibans qui hébergeait alors Oussama Ben Laden, qui est responsable des attentats, mais il va servir aussi d'excuse aux Américains pour envahir à nouveau l'Irak en 2003. Alors on a cette justification-là, plus la justification dont on parlait tout à l'heure, soi-disant l'Irak aurait possédé des armes de destruction massive et menaçait la stabilité régionale. Donc là, les Américains entrent à nouveau en guerre en Irak et ils n'en sont toujours pas sortis. Les soldats américains sont toujours présents en Irak et leur présence elle est très contestée, étant donné que vous avez eu de nombreuses manifestations qui ont eu lieu cette année devant le siège de l'ambassade des États-Unis à Bagdad, qui s'est retrouvée très largement menacée. Les personnes présentes dans cette ambassade étaient menacées, très clairement. Bref, les Irakiens veulent aujourd'hui le départ immédiat des forces américaines. Mais cette présence américaine en Irak, elle était très contestée dès 2003. Ainsi, on peut voir l'exemple classique, c'est celui du discours de Dominique de Villepin à l'ONU en 2003. Alors, Dominique de Villepin, c'était le ministre des Affaires étrangères français. Et sous la direction de Jacques Chirac, qui était le président de la République, il a tenu un discours célèbre à l'Organisation des Nations Unies pour s'opposer à cette guerre d'Irak de 2003, où il faisait valoir que les Américains n'apportaient pas la preuve nécessaire pour déclencher un conflit armé et qu'ils passaient outre toutes les recommandations de l'Organisation des Nations Unies et le principe de la paix comme premier objectif par la négociation. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas voulu s'engager dans de réelles négociations avec le régime irakien et ont choisi la guerre, ce à quoi la France s'est opposée par la voix de Dominique de Villepin. Alors à ce moment-là, on voit déjà que la puissance américaine, elle était remise en cause un petit peu, déjà par la France, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus le cas. Aujourd'hui, vous avez d'autres puissances qui agissent au Moyen-Orient et qui prennent un rôle de plus en plus important, reléguant les États-Unis d'Amérique au second plan et faisant valoir un petit peu ce monde multipolaire où on a de multiples puissances qui agissent. Alors c'est le cas, le meilleur exemple ici, c'est celui de la Fédération de Russie, dirigée depuis bien longtemps maintenant par Vladimir Poutine. Alors Vladimir Poutine, il a apporté son soutien militairement à Bachar al-Assad, le dirigeant de la Syrie, pendant la guerre civile syrienne. Il est ainsi présent militairement en Syrie, ce qui crée des tensions, des conflits, parfois avec la République de Turquie, qui est voisine de la Syrie, et qui crée des tensions militaires très fortes dans la région. Les troupes russes affirment là leur capacité à agir à l'extérieur de leurs frontières, et montrent que la Russie, la Fédération de Russie, est revenue sur le premier plan de la scène internationale comme un acteur incontournable de cette scène internationale. Ce qu'on appelle scène internationale, c'est toutes ces négociations et ce jeu des puissances, cet équilibre des puissances dans le monde.
Alors voilà, là on a plusieurs exemples qui nous montrent que ce Moyen-Orient, il est au cœur de ce qu'on appelle ce nouvel ordre mondial, où on a une superpuissance américaine qui est d'abord toute puissante, comme son nom l'indique un petit peu, mais qui est ensuite remise en cause avec l'émergence d'un monde multipolaire et d'autres acteurs prennent une place de plus en plus importante, comme notamment la République française qui s'oppose en 2003 à l'intervention américaine en Irak, ou aujourd'hui la Fédération de Russie qui est présente militairement en Syrie et défend ses intérêts et ceux de Bachar al-Assad et du régime qu'il dirige en Syrie. Tout cela est très complexe, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et en attendant, si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous encourage à laisser un pouce bleu, et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.